Pour cette série, on a pris 2 filles et 2 garçons. Ils sont tous motards, mais n'ont roulé que sur route. Avec Bikers HQ, ils vont vivre leur première fois sur circuit. Dans cet épisode, on va parler des règles de sécurité en piste. Et pour faire ça, j'ai invité Patrick. Alors Patrick, toi tu es directeur de course sur circuit et course de côte pour la FMS, mais tu es aussi organisateur de sortie circuit. Exactement, merci Mika pour l'invitation. Alors toi tu vas nous faire un briefing exactement comme on aurait sur un circuit. Par contre, le fait de regarder cette vidéo, ça vous dispense absolument pas de suivre le briefing parce que c'est obligatoire. Le briefing sur un circuit est obligatoire, aussi parce que chaque circuit a des règles particulières qu'il faut connaître, et sans suivre le briefing, on va pas le savoir. Ok, bon là on parle en fait de sortie track day plutôt pour les débutants, en tout cas pour le plaisir, on n'est pas dans le cadre d'une compétition. Voilà, dans le cadre d'un roulage libre, on n'est pas là pour claquer la dernière pendule, aller gratter le dernier dixième, on est là pour le plaisir de rouler, on va privilégier bien sûr le fun, mais aussi le fair play en piste. Un exemple de fair play, c'est lever la main lorsqu'on va sortir du circuit par la pit lane. Ou alors de regarder les pilotes qui arrivent lorsqu'on s'engage en piste, parce que ce sont eux qui sont prioritaires si on s'engage pendant une séance. Il y a quelque chose qui est important et auquel on ne pense pas forcément, c'est la fatigue qui peut arriver. Oui, une session peut être un peu trop longue, et plutôt qu'aller sur la dernière minute de la séance, on a parfois meilleur temps de faire un geste de la main, sortir par la pit lane et d'interrompre son roulage plutôt que de continuer à tout prix à vouloir aller au-delà de ses limites et prendre des risques. C'est là qu'arrivent des accidents. D'ailleurs, par exemple, si on a quelqu'un qui nous bloque un petit peu, je crois que tu as une technique que tu conseilles, toi. Oui, quand quelqu'un devant nous ne va pas assez vite à notre goût, mais qu'on n'a pas suffisamment d'assurance pour le dépasser, plutôt que de prendre des risques et de lui faire prendre des risques, il vaut mieux passer une fois par la pit lane et se réengager sur le circuit. C'est beaucoup plus simple et on ne s'énerve pas derrière quelqu'un inutilement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont strictement interdites sur circuit ? Il y a 2 choses qui sont à proscrire sur un circuit. La première, c'est de remonter la pit lane à contresens. On a uniquement le droit de le faire moteur éteint en poussant sa moto. Et la deuxième, c'est le fait de s'immobiliser en piste. C'est absolument interdit, tout simplement parce qu'on devient un danger pour soi et pour les autres. Et la seule exception à ça, c'est si le circuit est équipé de bretelles de délestage, on peut s'arrêter en cas de besoin. Il y a un cas qui me vient en tête d'un pilote qui avait reçu une guêpe dans le col de sa combi. Il fallait bien qu'il s'arrête pour la sortir. C'est mieux, effectivement. Alors, au bord d'un circuit, il y a des commissaires qui vont surveiller comment se passe la session. Et puis, ils ont une méthode pour communiquer avec les pilotes. Et c'est ce dont on va parler maintenant. C'est soit les drapeaux, soit des feux LED. Mais ça, je vais te laisser nous les détailler. Lors du premier tour, la plupart des circuits présentent un drapeau ou un feu vert, qui signifie que la voie est libre. Pensez à bien repérer leur position, c'est là qu'on vous présentera les drapeaux. En cas d'incident, on vous présentera le drapeau le plus important pour la sécurité, de couleur jaune. Il indique une zone de danger. Le plus souvent, il s'agit d'un pilote qui a chuté, mais il peut également arriver qu'un objet soit sur la piste. Dans ce cas, il faut impérativement réduire son allure et les dépassements sont interdits. La zone de danger se termine lorsqu'un drapeau vert est présenté. Vous pouvez alors reprendre un rythme normal. Si quelque chose de plus grave se passe, on vous présente le drapeau rouge. Tous les pilotes doivent quitter la piste sans traîner. Si celui qui vous précède est exagérément lent, vous êtes autorisé à le dépasser. Un drapeau noir à disque orange peut être sorti, mais il ne concerne que le pilote désigné par le commissaire qui le présente. Il informe d'une avarie technique sur la moto. Regardez immédiatement vos bottes et derrière vous. S'il y a une paire de fluides ou une fumée suspecte, quittez la trajectoire et allez dans l'herbe. Ceci afin d'éviter de dégrader la piste sur une trop longue distance ou que la moto ne prenne feu. Si tout vous semble normal, rejoignez la pit lane où on vous expliquera la raison de ce drapeau. Un drapeau noir présenté en vous désignant ou avec votre numéro indique un problème de comportement en piste. Sortez par la pit lane où les commissaires vous expliqueront le problème constaté. Attention, sur certains circuits, le drapeau noir peut remplacer celui avec le disque orange. Dans ces cas, commencez par contrôler votre moto, puis sortez. Sur circuit, il peut arriver qu'il y ait un changement d'adhérence. Dans ce cas, il existe 2 façons de l'indiquer. S'il pleut sur toute la piste, c'est un drapeau blanc à croix rouge. Si le changement d'adhérence s'applique seulement à un secteur de la piste, c'est un drapeau à bande rouge et jaune qui est présenté. Il peut s'agir d'une averse localisée, ou cela signale qu'un traitement de piste a été effectué. À vous de décider du comportement à adopter en fonction de vos pneus et de vos capacités. Un drapeau bleu signifie que vous allez être dépassé par un pilote plus rapide que vous. Ne changez pas votre pilotage, c'est à lui d'assurer son dépassement. Ce drapeau est rarement utilisé lors d'un roulage libre. Un autre drapeau n'est lui utilisé que par certains circuits en roulage libre. Il s'agit du drapeau blanc. Il vous informe qu'un véhicule lent est en piste et c'est à vous d'adapter votre pilotage pour ne pas le mettre en danger.
Ça peut être un pilote au ralenti qui rejoint la pit lane ou le service de dépannage qui intervient sans interrompre la session. Enfin, le drapeau à damier est agité en fin de séance. Gardez votre allure pour votre dernier tour et rejoignez la pit lane. Il n'est pas rare que le circuit mette le drapeau rouge dans les derniers secteurs du tour pour vous rappeler de sortir. Bon Patrick, maintenant qu'on a abordé la communication avec les pilotes, on va aborder un thème que tout le monde redoute, c'est la chute. Donc qu'est-ce qu'on doit faire si ça nous arrive? Le comportement adopté est de se relever la moto si cela vous expose pas à un danger, contrôler qu'elle ne perd pas de fluide, contrôler les leviers sélecteurs, puis redémarrer pour rejoindre le paddock. Ok, enfin ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. En effet, si elle perd des fluides, mieux vaut ne pas la déplacer. Idem, si elle est en pleine trajectoire, mieux vaut aller se mettre en sécurité loin de la piste. Surtout, ne la traversez pas et gardez votre casque, car un pilote sans casque entraîne un drapeau rouge. Bon, imaginons que je sois blessé ailleurs qu'à mon amour-propre. Si on ne peut pas se relever, il ne faut surtout pas essayer de bouger ou de ramper. Un pilote au sol entraîne immédiatement la suspension du roulage et l'intervention de l'ambulance. Dans ce cas-là, le drapeau jaune est primordial pour éviter les risques de suraccident. Oui, en réduisant son allure, on pourra s'efforcer de ne pas se focaliser sur l'obstacle et l'éviter. Ne vous arrêtez pas, même si vous connaissez la personne qui est tombée, ça vous mettrait inutilement en danger et du personnel est prêt à intervenir. Bon, maintenant que tu as bien plombé l'ambiance avec ces histoires d'accidents, on va parler du choix de l'organisateur, parce que ça conditionne aussi beaucoup le déroulement de la sortie. En effet, au moment de choisir une sortie sur circuit, il y a plusieurs points à observer pour comparer les offres. Ils influent tous sur le prix. Bon, le premier et le plus évident, c'est la date. Par exemple, les circuits sont moins chers de novembre à mars, donc les organisateurs économisent là-dessus et répercutent ensuite cette différence sur le prix de la place. De la même façon, les tarifs de location sont plus bas mardi, mercredi et jeudi. Les lundis et vendredis sont plus chers parce qu'ils touchent le week-end. Et les jours les plus chers sont évidemment les samedis et le dimanche. Il existe aussi plusieurs formats de sortie. Certains sont des roulages libres et d'autres sont sous forme de stage. Qu'est-ce que ça change pour le participant? Le stage est encadré de près, souvent avec peu de participants. Il faut faire attention au niveau indiqué. Il y en a certains qui sont destinés aux pilotes qui préparent un championnat. Les roulages libres peuvent se dérouler sans encadrement. Et la journée est découpée en sessions par niveau ou sans interruption si c'est une open pit lane. Tu parles de niveau. Alors justement, d'un organisateur à l'autre, il va y avoir des différences. Certains vont proposer 3 groupes ou 4 groupes, puis forcément, plus il y a de groupes, moins il y a de temps de roulage. Il y a aussi le nombre de pilotes par groupe qui va influencer le confort. Moins il y a de pilotes, plus chacun a d'espace pour soi. Mais forcément, vu que moins de places sont vendues, le prix par personne augmente. On parle de groupes depuis le début, mais combien de temps ils ont pour rouler? En général, les sessions durent de 15 à 25 minutes, parfois 30 sur les plus grands circuits. On roule plus de blocs de 15 minutes que de 25 minutes dans une journée. Mais il faut aussi être conscient que rouler longtemps demande une préparation physique. Et est-ce qu'on peut changer de groupe en cours de journée? Dans la plupart des cas, oui. Les organisateurs ont 2 façons de fonctionner. Soit ils sont présents dans tous les groupes et identifient les participants susceptibles de changer de niveau, soit ils sont équipés d'un système de chronométrage et peuvent équilibrer les groupes en fonction des temps. Au-delà de ça, il y a aussi des services complémentaires qui sont à prendre en compte pour le confort et pour le prix. Oui, par exemple, est-ce que l'organisateur inclut les repas? Est-ce qu'il y a un service mécanique sur place? Est-ce qu'il est gratuit ou payant? D'ailleurs, certains organisateurs ou circuits vendent des pièces, des pneus et parfois même de l'équipement pilote. J'ai parlé d'encadrement tout à l'heure. Un roulage libre peut proposer de l'encadrement individuel ou sur un groupe. Dans ce cas, cherchez à savoir si c'est un professionnel de la formation titulaire d'un certificat de qualification professionnelle ou un brevet d'État qui dispense les cours. Ces professionnels ont un coût qui est aussi à prendre en compte. Un point important aussi si on veut garder un souvenir de sa sortie piste, c'est de savoir s'il y a un photographe. Parfois il est inclus et donc les photos sont gratuites, parfois il est présent mais il faut commander et donc payer ses photos après coup. Je finirai par vous conseiller de vous intéresser à la réputation des organisateurs. Certains ont un public très ciblé sur la performance et leur niveau le plus faible pourrait être bien plus élevé que prévu. Par exemple, ceux qui proposent des courses avec départ arrêté le dernier jour, il faut être mentalement prêt pour ça. Un sujet qu'on n'a pas encore abordé ensemble, c'est celui des assurances. Mettons que je tombe et je fais des dégâts à la piste. Qu'est-ce qui se passe? Dans certains cas, c'est l'organisateur qui souscrit une assurance RC pour tous les participants. Parfois, on demande de souscrire à cette assurance sur place, mais pour un Suisse, la RC ménage ou celle de sa moto peut aussi fonctionner. Posez la question à votre assureur en amont. Et dans le cas de dégâts qui sont occasionnés à ma moto ou à celle d'un autre pilote? Il existe des assurances pour les motos de piste, plutôt en ligne, mais les franchises sont élevées. Généralement, les dégâts à votre moto sont à votre charge, et si vous entraînez un autre pilote dans votre chute, c'est chacun pour soi.
Pensez au moins à vous enquérir de son état une fois rentré au paddock, question de fair play. Bon, restent les dégâts corporels. Si je me blesse, comment est-ce que je suis couvert? C'est un cas pour l'assurance accident. Si on travaille en Suisse, on est couvert par l'assurance accident de notre employeur. Seulement, la moto sur circuit est traitée comme une entreprise téméraire par les assurances. Ils peuvent réduire leur couverture de moitié, ce qui devient une partie à notre charge. Des complémentaires peuvent être souscrites en ligne, mais de nouveau, la couverture est faible, la franchise élevée. C'est peut-être mieux que rien, mais ne négligez pas ce point et informez-vous avant d'aller sur circuit. Voilà, on a essayé de résumer un maximum d'informations sur un temps relativement réduit. S'il vous reste des questions, adressez-vous aux organisateurs. Oui, on est habitué à répondre aux questions, on a même regroupé celles qui reviennent le plus souvent dans une FAQ. Voilà. En tout cas, Patrick, merci infiniment pour ton aide, puis on se revoit tout bientôt. C'est ça, merci pour votre attention et à bientôt sur un circuit.